Salam alaikum Zulfillaoun, bonjour. Nous sommes en plein Ramadan, le mois sacré des musulmans, le mois de la miséricorde et du pardon. Pourtant, la vallée du Mzab brûle. 23 morts au moins 200 blessés, dont certains dans un état grave. Tout un quartier de la ville de Guerrara presque totalement dévasté, vidé de ses habitants, réduit en ruines fumantes. La population est sous le choc. Le spectre de la guerre civile n'est plus une lubie, une extravagance. C'est le tournant, le plus grave depuis le début des hostilités entre berbères ibadites et arabes sunnites dans la vallée du Mzab, dans la seule daïra de Guerrara. La situation a brusquement dégénéré et la violence a atteint des pics somme toute prévisibles. Les belligérants sont passés des jets de pierre et de cocktails Molotov aux armes à feu. Un tel conflit, avec une telle carence de l'État, dans un tel climat de manipulation, dans un tel contexte de débâcle généralisé, ne pouvait que s'aggraver. Et malgré ce qui vient de se produire, il est encore loin d'avoir atteint la catastrophe annoncée, sans l'ombre d'un doute. La situation est grave, très grave. Une page sinistre de l'histoire de notre pays vient de s'ouvrir. Que l'on ne s'y trompe pas. Ce qui vient de se produire dans ce qui fut la région la plus paisible et la plus heureuse du pays n'est que l'effet presque naturel, après tout, d'une crise latente que seul l'argent des hydrocarbures empêchait d'éclater en plein jour. Il fallait que ça craque quelque part, et cela a eu lieu dans la région où des conflits ethniques et des clivages sociaux étaient les plus exacerbés. La peur plane sur toute la vallée du Mzab, toute communauté confondue. Les habitants de cette région du sud algérien ne savent plus à qui se vouer. Leurs appels aux autorités algériennes, depuis des années maintenant, ont été vains. Hormis des promesses comme ça, sans lendemain, de prendre la sécurité de la région en main et de sévir contre les bandes qui sèment la terreur, le saccage et la mort, sont presque se cacher, autrement que derrière des cagoules. Le régime algérien a brillé par son absence. Il a dépêché des milliers de policiers et de gendarmes, mais curieusement, il leur a ordonné de ne pas intervenir, soi-disant pour ne pas prendre parti pour l'une ou l'autre faction. Sur les réseaux sociaux, des appels au meurtre prolifèrent. Certains n'hésitent pas à parler d'apostasie, à appeler au djihad. Dans le reste du pays, c'est l'anesthésie, le coma profond. Les Algériens continuent de vaquer à leur petit train-train entre ftor et sahur, entre thé à la menthe et qalbellouz, comme si de rien n'était, comme si l'enfer que subissent leurs propres compatriotes de la vallée du Mzab ne les concernait en rien. Les politiciens de tous bords se contentent de communiquer stériles. Les chefs de l'armée et le premier cercle du pouvoir, celui qui règne au nom du président fantôme, ne considèrent pas encore, que la situation pourrait dégénérer en guerre civile. Que si rien n'est entrepris de sérieux, dans l'urgence, il ne sera plus possible d'endiguer la violence qui enfle et déferle. Que celle-ci menace déjà de s'étendre à tout le pays. Que les démons de la fitna vont se déchaîner. Cette flambée de violence n'est pourtant pas fortuite. Nous ne le dirons jamais assez. Elle est le fruit d'une situation générale, mais aussi, sans aucun doute, d'une manipulation, d'un complot qui vise à démembrer le pays, à le plonger dans la violence, dans un chaos organisé, pour des objectifs inavoués. Ce qui se passe dans la vallée du Mzab est l'annonce que la pièce tragique a commencé, que le malheur va encore frapper, à Dieu ne plaise, comme il est déjà en train de frapper dans cette région d'Algérie.
Et nous sommes là, béats, la bouche ouverte, à attendre que la dalle nous tombe sur la tête. Cette tragédie devrait tous nous interpeller. Les Algériens devraient tous s'imprégner de l'idée qu'aucune région n'est à l'abri, que l'argent ne va pas éternellement colmater les brèches ouvertes par ce régime mortifère dont le mur de la cohésion sociale, de la paix civile. Si vous voulez vous en convaincre, regardez ces quelques images que nous avons prises sur le net quand la région du Mzab était une vallée heureuse, quand les communautés cohabitaient tout en gardant chacune sa propre spécificité. Regardez.
Mais cela ne pouvait pas durer malheureusement parce que les équilibres fragiles ont besoin d'États forts, d'États de droit pour perdurer. Regardez ce qu'il advient lorsque l'État laisse la place à une mafiocratie seulement occupée à squatter le pouvoir et à piller le pays. Regardez. Et voilà. Nous devions passer, avant de recevoir nos invités, deux amis qui devaient donner leur opinion, exprimer leur opinion sur ce qui se passe, sur ces tragiques événements. L'un des deux s'est retiré, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que l'introduction que je viens de faire ne lui a pas plu. Il n'est pas utile que je cite son nom. Il est libre de toute façon de décliner. On aurait voulu qu'il décline avant, mais enfin. La deuxième personne est Mostafa Hamouda. C'est un cadre de Talay al-Hurriyat. Mostafa, merci d'être avec nous. Oui, c'est Jamal, merci. Mostafa Hamouda. Oui, c'est l'imam. C'est Jamal, merci. Mostafa Hamouda, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Je vous entends. Vous m'entendez? Mostafa Hamouda, on vous entend. Je vous en prie, marhaba bik, Mostafa, exprimez-vous. Qu'est-ce qu'on doit dire devant une triste toile pareille? C'est triste, vraiment très très triste. Et c'est triste, c'est toute l'Algérie qui est triste. Et c'est triste de vous entendre gueuler, de vous voir gueuler.
Et je comprends justement pourquoi vous gueulez. Mais permettez-moi d'emblée, si jamais, avant que je ne dise quoi que ce soit, de m'incliner devant la mémoire des victimes, qu'elles soient ibadites, malékites, membres des forces de sécurité. Et aussi devant la mémoire de cet enfant, victime de la folie des hommes et de leur aveuglement. Comme vous l'avez signalé, si jamais, dans votre introduction, ce qui vient de se produire en Mzab n'est pas le fruit du hasard, ni même la conséquence d'une rivalité entre deux communautés rivales. C'est malheureusement l'effet presque mathématique d'une grave carence de l'État, d'une grave dérive de ce régime qui se vautre dans des pratiques mafieuses, dans la corruption, dans l'injustice et dans l'abandon de la souveraineté nationale à des puissances étrangères. Voilà où réside toute la tristesse. Ce qui vient de se produire en Mzab, si jamais, pardonnez-moi si je prends un peu de votre temps, n'est que le signe avant-coureur de la catastrophe qui nous guette. Si nous ne nous organisons pas, si nous n'unissons pas nos rangs face à ce régime illégitime, et je dis bien illégitime avec un grand I et le reste en gras, c'est toute l'Algérie qui risque de retrouver dans la pire tragédie qui puisse l'imaginer. L'heure est grave, si jamais, l'heure est grave, et vous l'avez bien dit, l'heure est grave. Les événements de Garara sont une alarme très grave, qu'il nous faut prendre au sérieux, sinon nous devrons nous prendre qu'à nous-mêmes. C'est le moment pour tous les Algériens de prendre leur destin en main. Voilà, si jamais on peut, en quelques mots, ce que je ressens vraiment en ce jour triste, où l'Algérie pleure Ardaya, l'Algérie pleure Garara, l'Algérie pleure l'Algérie en général. C'est Moustapha Hamouda, merci pour ces paroles très fortes. Je vous remercie infiniment en espérant vous revoir bientôt. Je reçois à présent, nous avons essayé d'inviter 2 citoyens parmi nos compatriotes ibadites et 2 de nos compatriotes parmi la communauté malikite de la région. Nous essayerons de leur donner un temps de parole à chacun. Et avant de les remercier, nous passerons à la deuxième partie où nous ouvrirons le standard et Sofiane Gilali sera avec nous en Skype durant tout le reste de l'émission. Nordin Dadi Nounou, vous êtes membre du CCF Gherdaya, vous parlez au nom de la communauté ibadite. Nordin? Oui. Marhaba bik, merci d'être avec nous. Je vous en prie, dites-nous un peu ce que vous pensez. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. En fait, je préfère être présenté plutôt en tant que citoyen algérien avant tout, puisque ce que nous subissons aujourd'hui en Mzab, c'est un drame qui concerne toute l'Algérie. D'accord. Allô? C'est Nordin, poursuivez, on vous entend très bien. Oui, bon, tout d'abord, je tiens à m'incliner devant l'âme des victimes, des concitoyens, des Algériens comme moi qui sont tombés dans un conflit absurde. Donc, mes condoléances à toutes les familles des victimes, toutes les victimes, de toute communauté confondue, des forces de sécurité, et aussi à tous les Algériens qui vivent ce drame malheureusement dans ces jours du mois sacré. C'est Nordin Dadi. Dites-nous, vous confirmez le nombre des victimes entre 23 et 25 victimes? Oui, malheureusement, on n'arrive plus à cerner le nombre exact des victimes, tellement le drame est grand et que le nombre de blessés graves a atteint à peu près 200. Donc on s'attend d'un moment à l'autre que donc d'autres victimes continuent à rendre l'âme. C'est vraiment triste, mais pour le moment, le bilan officiel parle de 23 à 25 morts jusqu'à présent. Mais ces gens qui sont décédés, Rabbi Yarhamhum, qui ont été tués, pour dire les choses comme elles sont, elles l'ont été par coup de feu, par arme à feu, par
Coup de pierre, cocktail Molotov, comment ont-elles péri? Bon, en fait, il y a une sorte de lynchage communautaire. Il faut dire, il faut appeler un chat. Donc, il y a un lynchage communautaire dirigé et il y a des ripostes violentes qui ont fait, en fin de compte, qu'il y a des victimes de part et d'autre. Ils sont tous à regretter malheureusement. Espérons que cela ne pousse pas, ne va pas s'aggraver de plus. Malheureusement, nous venons de perdre Brahim Breik, coordinateur général du Conseil malikite de Gherdaya. Mohamed Hachani, qui est aussi membre du Conseil malikite de Gherdaya, nous a demandé de le rappeler dans 5 à 10 minutes. Il serait en conférence de presse. Donc, je voulais alterner, passer un représentant de chaque communauté à la fois, après l'autre. Donc, je vais être obligé de passer à Rostom Bessis. C'est un activiste de la société civile. Il est membre de la communauté Ibadite. Oui. Rostom Bessis, merci d'être avec nous. C'est à moi de vous remercier. Alors, dites-nous, Monsieur Bessis, quelle est la situation en ce moment? Est-ce que ça s'est calmé? Avant d'intervenir, Monsieur Jamel, je voudrais à mon tour m'incliner à la mémoire de toutes les victimes, que ce soit arabes ou musabites. Et Allah yarhamhum, voilà le bilan, il est macabre. Il y a eu, seulement dans la journée d'hier, il y a eu 19 morts en 5 heures d'affrontement entre arabes et musabites. Permettez-moi de préciser que le conflit ou bien le drame qui se passe à Gherdaya n'est pas un drame religieux. Arrêtez de dire que c'est un problème entre Médicite et Ibadite. C'est un problème entre Arabes et Mozabites. La religion n'a pas de place dans cette religion. Je vous pose la question à vous, Monsieur Jamal. Est-ce que vous avez un problème avec les Ibadites? Non, je n'ai jamais eu de problème ni avec les Ibadites, ni avec quelques communautés de mon pays qui soient. Et je dois témoigner que les Ibadites ont toujours été une communauté pacifique, très discrète, très agréable. Il en est de même pour nos compatriotes arabes du Mzab, des gens travailleurs, honnêtes, sérieux, très attachés à leur religion, qui ont cohabité avec les Mozabites, les Ibadites, même s'il y avait des petits problèmes latents, mais ils ont cohabité de tout temps. Oui. Donc on n'a pas de problème. Nous, les Mozabites, on n'a pas de problème avec les Malikites. Sinon, on aurait des problèmes avec tous les Algériens. Nous avons un problème avec quelques Harouches arabes et pas avec les Arabes. Les Harouches qui sont avec nous, qui vivent dans le vallée du Zab. Je tiens à cœur à préciser cette information. Et pour répondre à votre question, donc ce qui se passe à Gherdaya, c'est ce qui se passe à Grara aussi, parce que je suis de Grara, est une tragédie nationale, dont les responsabilités doivent être prises par les autorités qui sont incapables d'instaurer l'ordre et la sécurité des personnes depuis presque 10 ans. Je peux dire que ces autorités n'ont pas pu le faire depuis l'indépendance et non pas seulement depuis 10 ans. Rostom Bessis, Oui. l'État, puisqu'il faut l'appeler comme ça, l'État algérien a toujours brillé par son absence. On en est arrivé à croire que c'est lui qui était en train de manipuler cette violence pour des raisons inavouées que nous ne connaissons pas. Mais maintenant, en ce moment, il semble qu'il soit dans une démarche où il veut nous montrer qu'il s'assume et qu'il est là et qu'il revient avec force, puisqu'il y a eu des centaines d'arrestations ce matin. Je pense pas. Déjà, le fait de confier l'opération de rétablissement de l'ordre à l'armée est une reconnaissance.
explicite de ce système pourri qui ne peut plus, c'est-à-dire rétablir la situation à Ghazaya. Oui. Je rappelle que nous sommes toujours en train d'essayer de joindre Brahim Bareik, coordinateur général du Conseil malikite, et Mohamed Hachani, membre du Conseil malikite de Ghardaya. Nous essayons de les joindre pour essayer de permettre à tout le monde de s'exprimer sur la question. Malheureusement, nous n'arrivons pas à les joindre. Je vous laisse poursuivre, Rostam Bessis. Oui. Si vous voulez, je vais vous parler de la situation qui a prévu hier. Donc, hier, les affrontements ont commencé la nuit de lundi à mardi et ils se sont poursuivis jusqu'à la matinée d'hier, c'est-à-dire mercredi. Donc, les affrontements commencent toujours après la prière, ce qui n'est pas après la prière soit la prière de Tarawih, soit la prière de Fajr, ce qui est paradoxal. Donc les attaques sont menées par des personnes terroristes. Ils ont fait des actes terroristes, hein, c'est le moins que je puisse dire. Je ne peux pas trouver un qualificatif autre que attaque terroriste contre les quartiers mozambiques. Alors les affrontements se sont déroulés dans différents quartiers de Grara. Je parle de Grara parce que je suis de Grara. Donc se sont déroulés dans le quartier Mahmoud, qui est complètement ravagé par les terroristes. Et dans le quartier Mahmoud, il ne reste aucune maison. Aucune maison qui n'ait pas été brûlée. Toutes les maisons sont brûlées, squattées et attaquées par ces terroristes. Les affrontements se sont passés aussi dans le quartier on appelle Beneteti, le quartier de Sénété, le mode Beneteti. Donc c'est toujours des attaques de ces terroristes. Merci Rostam Bessis. Je rappelle que M. Bareik vient de se décommander. Nous avons réussi à le joindre. M. Bareik, qui est coordinateur général du Conseil malikite, qui dit être avec le Premier ministre et qu'il l'accompagne pour des funérailles qui doivent avoir lieu en ce moment même et qui se décommande. Donc, nous sommes désolés. Pour ce qui est de Mohamed Hachani, nous essaierons de le rappeler au cours de la deuxième partie. Nourdine Dadi Nounou, une dernière question. Vous pensez qu'il y a des chances pour que la paix puisse revenir dans cette région? Comment j'ai pas bien écouté la question, M. Jamal? Est-ce qu'il est possible que les communautés se réconcilient et que la paix revienne dans cette région? Bon, tout d'abord, il est regrettable d'arriver à cette situation malheureusement qui est prévue et que nous, au niveau du Conseil du comité de coordination et du suivi, on n'a pas cessé d'alerter et de rappeler à maintes reprises par des déclarations officielles, par des rencontres avec des responsables, en leur disant que nous allons droit au mur et que la guerre civile est bien entamée en Algérie et qu'il faut agir en urgence pour parer à ça. Bon, ceci dit, ce qui est urgent maintenant, c'est de faire en sorte à ce que cela cesse. Ensuite, il doit y avoir des analyses et le traitement adéquat à long terme. Mais il faut absolument que cela cesse. Et en réponse à votre question, est-ce que c'est possible? Ils disent oui, toutes les guerres du monde, le Parlement ont connu leur fin, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on a beau essayer d'éviter cette guerre civile, puisqu'elle est déjà entamée, faisons en sorte qu'elle se termine avec le moins de dégâts et avec de meilleures perspectives pour la prospérité et l'acceptation de l'autre de part de toutes les communautés, et aussi qu'à ce moment, le pouvoir en Algérie se rende compte qu'il est en train de jouer avec le feu et qu'il doit cesser tout ce jeu.
Merci, Si Nordine Dadinounou, en espérant vous revoir bientôt, en espérant que la vallée du Mzab retrouve la paix et la sérénité. Nous allons observer un court moment d'arrêt, un intermède, après quoi nous ouvrirons notre standard et nous recevrons Sofiane Gilali, président de Jil Jadid, sur Skype. Merci, à tout de suite. Merci, nous revoilà. Ahlan bikoum de Man Jadid. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Merci. Merci. Sofiane Gilali, à plusieurs reprises, vous étiez mon invité lors d'émissions diverses, sur des thèmes divers. Vous avez toujours averti et dit que les équilibres sont très fragiles et que tout pourrait basculer du jour au lendemain. Et c'est ce qui s'est produit. Qui aurait cru qu'une telle violence aurait pu éclater en Algérie, faire 22 morts dans des conflits entre communautés en une seule journée pratiquement? Qui l'aurait cru? Oui. Malheureusement, mais vous savez, ce n'est pas une première en Algérie. Les années précédentes, on a vécu l'enfer aussi, la tragédie. Mais permettez-moi quand même au début de faire toutes mes condoléances aux familles des victimes. Et à l'occasion, moi j'aurais voulu que le président de la République prenne la décision de mettre le drapeau en berne parce que ces victimes-là méritent le respect de la République et méritent le respect de tous. Et il faut que les Algériens prennent conscience de la gravité de la situation. Donc un geste de la République doit être là. Deuxièmement, je pense qu'il faut que les Algériens réagissent très vite. D'ailleurs, ce soir, nous avons une réunion de l'opposition au sein de l'instance de consultation et je proposerai qu'on fasse un sit-in ou peut-être même une marche pour dénoncer cette violence et pour exprimer notre soutien à toutes les communautés, à tous les Algériens sans différence, de façon à faire prendre conscience au reste de la population que la situation est bien plus grave qu'on ne le croit. Voilà les premiers mots que je voulais dire. Sofiane Gilali, on nous dit que le président de la République prend en main la décision, qu'il aurait pris une série de mesures, etc., etc. Le problème que je me pose personnellement, c'est que ce monsieur dont François Hollande nous a dit de lui qu'il avait discuté avec lui de sujets graves et divers pendant 2 heures, qu'il était d'une grande alacrité, d'une grande célérité, d'une grande sagesse intellectuelle, et qu'il même affaibli, il avait parlé avec lui pendant 2 heures. Or, pourquoi ne s'exprime-t-il pas, pourquoi ne parle-t-il pas à la nation dans une telle occasion, à votre avis? Qu'est-ce qui l'empêche de s'adresser à la nation? La vérité est que simplement il en est incapable. Je l'ai dit dans mes déclarations d'aujourd'hui et d'hier, qu'il était absolument anormal que la présidence de la République soit ouverte pour les personnalités étrangères, mais pas pour les Algériens. Et c'est le moment où il aurait dû recevoir une délégation de cette vallée du Mzab qui est devenue aujourd'hui si malheureuse. Mais le président de la République n'est pas là. Il ne peut pas assumer, c'est la vacance du pouvoir. C'est le clan autour de lui qui l'ont utilisé et qui aujourd'hui sont face à la réalité dramatique. Lorsque je lis le communiqué de la présidence où, semble-t-il, le président demanderait au Premier ministre de faire respecter la loi, la justice et d'appliquer les programmes du gouvernement. Mais c'est ahurissant. Nous ne sommes plus dans le réel. Un gouvernement qui doit appliquer journellement son devoir, voilà que maintenant le fait de faire son devoir devient une exception pour faire face à une situation aussi dramatique. Et puis, incroyable, on nous apprend que M. Sellel est chargé, tel un missionnaire par M. Bouteflika, pour se rendre à Gardaya, mais on ne sait plus dans quelle ère on est, en 2015,
ou dans les années du Moyen-Âge. Peut-être que M. Sellel aurait dû chevaucher la distance jusqu'à Gherdaya et porter le message et le lire à haute voix à la population de Gherdaya. C'est incroyable ça, que le président de la République ne dise pas un seul mot. C'est inacceptable. Restez avec nous, Soufiane Djilali. Je rappelle que nous essayons de joindre Mohamed Hachani, membre du conseil malikite de Gherdaya. C'est impossible de le joindre. Il doit être avec M. Brahim Breik, avec le Premier ministre. Nordine Dadi-Nounou est avec nous pour une dernière intervention avant de nous quitter. Nordine Dadi, vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en particulier? Je vous remercie. Donc, mes remerciements vont aussi à M. Dr Soufiane Djilali qui a fait donc, une excellente analyse. Bon, disons, nous insistons encore une fois, après ce carnage, nous insistons encore une fois sur le fait que des solutions de bricolage ne mènent à rien. Il faut absolument que les autorités publiques prennent conscience de la gravité de la situation et cesse de faire des réunions folkloriques telles que la réunion actuelle avec laquelle il convie M. Brahim Breik et M. Hachani et d'autres, avec bien sûr notamment avec M. Sellel. M. Sellel est déjà venu à notre reprise, a déjà donné des promesses. Il a promis juste avant les élections présidentielles de venir rester à Gherdaya jusqu'à ce que la crise soit résolue. Malheureusement, la crise ne fait que s'aggraver. Nous craignons que, encore une fois, ça sera la même démarche, la même logique du pouvoir. Le pouvoir doit reconnaître cette fois-ci d'une manière ou d'une autre, qu'il est responsable et sa responsabilité politique est pleinement engagée et voire même la responsabilité juridique de plusieurs responsables des acteurs de la République. On peut citer par exemple des responsables du corps sécuritaire. On peut citer aujourd'hui, ils sont accusés et en demandant aux autorités du pays d'auditionner, d'approfondir leur enquête avec le colonel Lerouen, d'ailleurs promu colonel ici à Gherdaya, en plein événement, en pleine tragédie, sans qu'il continue encore. Il reste encore le seul responsable de toutes les institutions de la République, ayant resté depuis le début de l'événement jusqu'aujourd'hui en poste. Nous aimerions bien qu'il apporte son témoignage et qu'il soit auditionné par une autre autorité du pays, pourquoi pas par le président de la République, si effectivement ce président veut sérieusement trouver une solution à la crise de l'affaire. Merci Nordine Dadi. Soufiane Djilali, il semble qu'il y ait eu des centaines d'arrestations aujourd'hui et que l'armée aurait reçu comme nouvelle attribution la possibilité de décréter un état d'urgence si elle l'estime nécessaire. Est-ce à dire que l'État revient, qu'il recouvre son autorité ou juste qu'il montre ses muscles? Écoutez, il y a un très gros problème maintenant par rapport à cette façon de faire du pouvoir. Tout d'abord, ça fait depuis 2 années au moins que les choses sont en train de pourrir, si j'ose le terme, dans une forme d'indifférence complète. Il y a eu quelques promesses. M. Sellel avait promis durant la campagne de 2014 qu'il allait s'y rendre, faire son guitoun et rester pendant le temps qu'il fallait, mais de tout cela, rien du tout. Et comme à chaque fois, dès qu'il y a un problème qui commence à devenir un peu trop lourd, on envoie l'armée, mais l'armée n'est pas faite pour régler les problèmes politiques. Ce qui se passe à Gherdaya, c'est d'abord et avant tout un problème qui doit être géré par le politique et non pas par l'armée. Cette façon de faire, ce sont les Israéliens qui disent qu'après, si la force ne peut plus, il faut encore plus de force. Donc, lorsque la police ne peut plus, on ramène la gendarmerie. Lorsque la gendarmerie ne peut plus, on ramène l'armée. Mais l'armée n'est pas faite pour lutter contre le peuple. L'armée est faite pour protéger la nation. Mais cette façon de botter en touche systématiquement et de refuser d'assumer ses responsabilités, il aurait tout simplement fallu qu'un président de la République soit là, qu'il se déplace, qu'il parle aux gens et qu'il arrête de parler aux notables. Il n'y a plus de notables maintenant. Les Algériens ont évolué, il y a des citoyens, il faut parler aux citoyens avec leurs différences. Et
faut les écouter, il faut comprendre ce qui se passe. Et s'il y a un problème de trafic d'armes, de trafic de drogue, ce qui semble être le cas au moins en partie, à ce moment-là, faire intervenir les forces de sécurité, les services de renseignement, faire intervenir la justice. Maintenant, si c'est un problème de foncier, il faut régler. Bon Dieu, l'Algérie, c'est plus de 2 300 000 km². Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'espace? Il faut préparer les espaces, répartir ça aux gens, laisser les souffler. Comment se fait-il que jusqu'à ces derniers temps, on distribue 200 mètres carrés dans le sud pour que les gens construisent chez eux? Mais c'est insensé. Voilà, mais le pouvoir ne s'intéresse pas à cela. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a eu 8 morts à Tamanrasset entre un conflit entre des tribus de Touareg et Arabes. Il y a eu également des conflits à l'est du pays entre des tribus, cette fois-ci toutes les deux arabes. Toutes les sociétés ont des différences, il y a des ruptures à l'intérieur et c'est au rôle du politique de régulariser et de régler les conflits. Or, le politique en Algérie, c'est comment s'enrichir, c'est comment prendre plus de pouvoir, c'est comment avoir des réseaux. Mais question délicate. Parler de Ammi Salah, lorsque la situation est aussi grave, on se demande qui sont ces gens qui gouvernent le pays. Oui, Ammi Salah, en effet, vous vous rappelez Ammar Ghoul qui, parlant de Ahmed Gaïd Salah, l'appelle Ammi Salah, et Salah, ce n'est même pas son prénom, parce que son prénom, il aurait dû dire Ammi Ahmed à la limite. Mais bon, sinon, je voulais vous poser une question délicate. Nous jetons souvent la pierre à ce régime, à bon escient d'ailleurs, et pour la bonne cause. Mais sinon, dans une telle situation, où sont les Algériens? Oui. Vous savez, les Algériens ont vécu une période de terrorisme extrêmement violente et après cette période-là, ils avaient envie de vivre et de nier le réel. Nous sommes dans le déni. Les Algériens savent au fond que la situation est très grave. Ils savent qu'il y a une vacance de pouvoir. Ils savent qu'il y a une meute de prédateurs qui ne veulent pas lâcher le morceau. Ils le savent très bien. Ils savent qu'il y a des frères qui tombent pour des raisons ou d'autres et qui sont tués à Gardaya, dans le sud et ailleurs. Tout cela, ils le savent. Ils savent que le pouvoir est en train de vendre le pays pièce par pièce, par les gaz de schiste, par les accords sur des marchés, etc. Mais pour le moment, ils n'ont pas le courage de faire face au réel. Il n'y a que certains, une petite élite de militants qui essayent de remuer les choses, mais j'ai bien peur que le choc va advenir et qu'il sera terrible pour tous. Et à votre avis, comment ça va se passer maintenant? Est-ce que ça va se calmer? Est-ce que ça va empirer? Est-ce que ça va dégénérer? Est-ce que ça va éclater un peu partout dans le pays? Pour le moment, il va y avoir une forme d'étouffement de ce problème par une présence accrue de l'armée. Donc c'est une mobilisation, encore une fois, des soldats, des gens du peuple, pendant qu'en haut, on ne sait plus si on doit s'occuper du fauteuil ou de la médaille de bravoure. C'est ça qui fatigue les Algériens. Ce sont toujours les petits qui payent pour les dépassements des grands. Mais une fois qu'ils auront éteint plus ou moins ce phénomène de violence dans l'immédiat, il reste qu'ailleurs, ça va encore revenir à la charge. Les problèmes des Algériens sont devant nous, ne sont pas derrière. Restez avec nous, Soufiane Djilali. C'est la malgestion du pays. Et la malgestion ne peut mener qu'au problème. C'est impensable, c'est immoral de croire que les incompétents peuvent diriger un pays. Or, restez avec nous. Sous le règne des incompétents. Restez avec nous, Soufiane Djilali. Driss de Gardaya nous appelle. Driss, je vous en prie. Ahlan bik. Oui, Driss, et le Malekite, vous pouvez dire Malekite, puisque c'est à la mode ces jours-ci. Bon, oui. Je voudrais parler de Gardaya. Nous avons été surpris en 2013 qu'il y ait eu cette crise. Cette crise a été fabriquée. Monsieur, je me souviens, Djilali doit le comprendre. Depuis 1327, il n'y a jamais eu de heure entre les Jamba et les Mouzabites. 1, 2, Fakhar, Kamaldin et ceux qui sont derrière lui, tant au niveau de l'intérieur algérien, au niveau du pouvoir,
qu'à l'extérieur sont les principaux instigateurs de la crise depuis 2001. Et ça a commencé avec les Mozabites, anti-Mozabites. C'est-à-dire que Fakhar et sa bande voulaient prendre le pouvoir détenu par les Hazaba et le Majlis al-Kurti. Et il est arrivé. Les Hazaba sont maintenant marginalisés. Le dernier à être marginalisé, c'était Marmouri. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Poursuivez. Le dernier à être marginalisé, c'était l'imam Marmouri. Du temps que Brahim Bayoud vivait, le savant, l'exégète Brahim Bayoud vivait, jusqu'en 1981, toutes les crises étaient tuées à l'état embryonnaire. Maintenant, depuis que Brahim Bayoud n'est plus, depuis 1981, il y a un seul pôle qui commande tout le monde habite. Avant, c'était bicéphale. Il y avait deux pôles. Il y avait Bnirgen et Guerrara. Oui. Maintenant, il y a un seul pôle. Et l'autre pôle est laissé comme ça. Restez avec nous, Driss, ne coupez pas. On va essayer de vous reprendre. Je vais prendre Mansour d'Oran. Mansour de Wahran. Et on l'a perdu. Mekki de Biskra. Bonsoir. Bonsoir, c'est Mekki Alembek. Merci d'être avec nous. Je voudrais faire le point sur la situation à Gardaïa. Oui. Moi, j'ai connu Gardaïa durant les années 70. Je connais la communauté qui vit là-bas dans toute sa diversité. Le problème qui se trouve actuellement dans la vallée du Mzab ne peut être résolu que dans les trois localités. La première, Bounoura, Briezgen et Elaf. C'est là que réside la solution du problème. Elle ne peut venir d'Alger, c'est impossible. Je tourne sur ce qu'a dit M. Sofiane Zilali tout à l'heure, au sujet de Ammar Houd. Ammar Houd veut relancer le tourisme en Algérie et créer l'événement. Je ne vois pas dans quel décor il veut relancer le tourisme, alors que la ville de Gardaïa est une ville touristique. Oui. Merci, Mekki de Biskra. Je reprends Driss de Gardaïa. Driss, vous semblez bien connaître la région. Dites-nous brièvement, s'il vous plaît, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, quelles sont les perspectives d'avenir pour cette région? Driss de Gardaïa, nous l'avons perdu malheureusement. Sofiane Jilali, il semble, selon beaucoup d'intervenants, surtout sur les réseaux sociaux, que les notables des deux communautés de cette région puissent vraiment peser sur la situation, comme elles l'ont toujours fait, surtout du côté ibadite. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les équilibres se soient ainsi rompus? Mais restez avec, avant de répondre, pardon, je vais prendre un dernier appel et je vous laisse la parole. Aïcha de Gardaïa, le dernier appel que nous prenons. Aïcha de Gardaïa. Allô, oui, Aïcha, je vous en prie, marhaba bik. مساء الخير. مساء النور، اهلا بك. خويا ما حبيتش هاد الهضره اللي راكم تهضروا فيها على العرب تاع غردايا. نعم تفضلي. ماذا بيك خويا باش تنقصوا من هاد الهضره تاع على غردايا وتنظروا شويه في العرب تاع غردايا. احنا ما نهضروا لا على عرب غردايا ولا لا، احنا نهضروا في الخير مدام. احنا لا يا خويا روحوا تشوفوا العرب تاع غردايا واش راه صاري فين ماشي ميزان. ايوه خلاص اتكلمي، عبري عن رايك، تفضلي. واش نعبر؟ البني مزاد راه يتكتل في العرب ومسقوطه عنهم وكل حاجه وما على بالكمش واش راه صاري في بريان وفي غردايا. قولي لنا انت، قولي لنا واش راه صاير. شكون صاير يقتلوا العرب يحرقوا فيهم ديارنا، الناس راه يتلاو في المدارس، واش راه ما كنتش تنظروا فينا. خلاص، بارك الله فيك عائشة من غردايا. Sofiane Jilali, je reviens à vous pour répondre à la question que je viens de vous poser. Absolument, question essentielle.
En réalité, ce que les dirigeants n'ont pas compris, c'est que la société algérienne a changé, elle a évolué. Il y a de nouvelles générations maintenant qui sont instruites, qui sont ouverts sur le monde et qui ont envie d'évoluer socialement, politiquement. Ils veulent devenir des citoyens. Et à cette occasion, si je me permets juste un petit mot, j'avais été à Gherdaya, j'ai essayé de parler très longuement avec les uns et les autres des deux communautés, mais il me semble que dans les deux communautés, les jeunes se révoltent quelque part aussi contre les anciennes structures de leur propre communauté. Personne ne le dit, mais les jeunes mozabites aussi expriment une façon, une recherche de changer quelques structures qui restent aussi archaïques. Je ne m'attaque pas ni à une société ni à une autre, mais c'est tout le problème de la société algérienne. Il y a une évolution qui doit s'imposer, il y a un nouveau rapport qui doit s'établir, et les uns et les autres sont troublés, vivent le mal-être. Donc un pouvoir intelligent, un pouvoir qui écoute, doit les aider, doit les prendre en main, et ne pas les renvoyer systématiquement vers leurs anciennes structures qui ne répondent plus au modèle de vie, de coexistence actuelle. Il ne sert à rien d'envoyer le Mersoul pour lire la lettre du président à des notables. Ça, c'est des schémas qui fonctionnaient il y a quelques siècles. Ouais. Aujourd'hui, il faut parler aux citoyens que les gens veulent être. Ils ne veulent plus être parrainés, ils ne veulent plus avoir des parrains à tout bout de champ. Et toute la problématique est là. Comment faire rentrer l'Algérie dans une ère de modernité où les citoyens le sont totalement et objectivement et il ne reste pas des sujets d'une pseudo-république avec à sa tête un homme absent malheureusement. Soufiane Djilali, merci infiniment en espérant vous revoir bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum. Qawala khair, sahaftorkum.